Mythes et complots avec Page. Christian Page. Ah, c'est joli, ça. Ah oui, c'était bien. Une petite parodie de James Bond. T'as vu, Christian, ils ont interrompu le tournage du nouveau James Bond. MGM a des problèmes de liquidité. Exactement. Alors, c'est dommage, on verra plus Daniel Craig. Il était très bon. Oui. Ah non, t'as dit quoi? Non, mais c'est vrai qu'il était très bon. Et pour les madames, il était très beau. Oh, espèce de jaloux. C'est pour sortir de la mer en speedo puis avoir l'air de ça, hein? Effectivement. Je comprends. Moi non plus. Je serais pas le genre à aller danser au 2,81. Pour toutes les intéressés. Tu sais, la madame, la semaine dernière, quand elle a dit 5 pieds 5, 125 livres tout mouillé. Ouais, c'est toi, ça. Elle parlait de toi. Mais il y a des fois, vous vous réservez des surprises, en tout cas, bref. Ah, bon. Là, c'est quoi le projet Stargate, Christian? Ah oui, effectivement, cette semaine, en fait, hier, la CIA a annoncé qu'elle allait investir au cours des prochaines années des millions de dollars pour augmenter ou peaufiner son réseau d'espionnage. Parce qu'évidemment, on le comprend que pour un organisme comme la CIA, l'information colligée sur le terrain, c'est un peu la pierre angulaire de son efficacité. Ouais. Mais au chapitre de l'espionnage, il y a espion. Moi, c'est quand tu prends ta voix, je me recule puis j'écoute, OK? Mais au chapitre de l'espionnage, il y a espion et espion. Alors, on fait un petit bond dans le temps. Tu sais, j'aime bien ça, faire des petits bonds dans le temps. Prie. Donc, nous sommes le 17 décembre 1981 à Vérone, en Italie. 3 hommes qui se font d'abord passer pour des plombiers pénètrent dans l'appartement du brigadier général James Dozier. Dozier, pour le situer, c'est un haut gradé de l'armée américaine. Il est en charge des forces militaires pour tout le sud de l'Europe pour les forces de l'OTAN. Donc, ces 3 hommes qui se font passer pour des plombiers pénètrent dans son appartement et puis, à la pointe du revolver, le menacent et le kidnappent. Donc, dans les heures qui suivent, on apprend que les ravisseurs de Dozier sont des membres des Brigades Rouges, un organisme terroriste italien que l'on accuse notamment d'avoir assassiné Aldo Moro, qui était le président du Parti démocratique chrétien en Italie. Donc, ce sont des individus excessivement dangereux. Et puis donc, les semaines s'écoulent, on est sans nouvelles de Dozier. On organise des battues à travers toute l'Italie à la recherche du militaire. Et puis voilà que le 25 janvier 1982, les Carabinieri, la police nationale italienne, reçoit un Q selon lequel Dozier serait gardé prisonnier à Padoue, une ville qui est à peu près à 40 km à l'ouest de Venise. Il serait donc détenu dans un édifice par plusieurs soldats. On le décrit comme amaigri, barbu, faible. Et puis, à partir de ces informations, les carabinieri réussissent à localiser l'édifice. Le 25 janvier, donc, on met cet édifice sous surveillance. Pendant 3 jours, on regarde les allées et venues dans l'édifice. Et puis, le 28 janvier, les carabinieri pénètrent dans l'édifice, montent au dernier étage, enfoncent la porte, se retrouvent face à face avec 5 terroristes des Brigades Rouges. Il n'y a aucun coup de feu, aucune effusion de sang. Les terroristes se rendent rapidement et dans une pièce où on a installé une tente, on retrouve le général Dozier qui est indemne. Alors évidemment, la libération de Dozier est accueillie par les autorités américaines comme une sorte de soulagement. Le soir même, le président Ronald Reagan appelle les policiers impliqués, les félicite. Et puis, la presse italienne souligne la libération de l'officier comme étant un bon coup de la police italienne. Mais dans l'ombre, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a d'autres héros méconnus qui ont participé à l'affaire. Et en fait, les carabinieri n'étaient pas les seuls sur le coup. Le fameux coup de téléphone qui les a informés de l'endroit où était détenu Dozier ne venait pas d'une anonyme communication, mais provenait de Fort Meade, dans le Maryland, aux États-Unis. Et à l'autre bout du fil, l'informateur n'était rien d'autre qu'un médium du projet Stargate. Ben voyons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Stargate? On se retrouve effectivement en pleine science-fiction. Alors, c'est difficile en quelques minutes, en 15 minutes, d'essayer de faire le profil de tout le projet Stargate. Mais disons, par où commencer? Tu te rappelles, il y a quelques semaines, j'ai fait une présentation sur le projet MK Ultra.
Donc, le projet Stargate est un peu dans la foulée de MK-Ultra. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir du moment où la guerre froide se met en place, les Américains entendent parler de toutes sortes de projets qui sont en branle du côté des Russes. Et puis, dans les années 60, on parle que les Russes sont à utiliser la parapsychologie comme une sorte d'arme. Les Américains tiennent un œil là-dessus, mais rien de très concret ressort de tout ça. Et puis, vers la fin des années 60, des petits bouts de films commencent à circuler sous le manteau. Parmi ces bouts de films, on voit notamment dans un laboratoire russe, un vieux film en noir et blanc, probablement certains auditeurs l'ont vu, on voit une ménagère, Nina Kulagina, qui, devant une table, déplace des objets par l'unique pouvoir de sa volonté, des objets placés sur une cage de sous une cage de verre. Alors, les Américains sont plutôt intrigués. Et là, à partir de 1972, ils vont contacter l'Institut Stanford aux États-Unis, une véritable machine à produire des cerveaux, et on leur demande qu'est-ce qu'il y a de vrai dans toute cette histoire de parapsychologie et est-ce qu'il y a une valeur stratégique à utiliser la parapsychologie. Alors, un certain Hal Potoff, un scientifique qui s'est beaucoup intéressé à la parapsychologie, va commencer à développer toutes sortes de techniques pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'appliquer la parapsychologie à l'espionnage. Et puis là, il va faire appel à un médium très particulier. Je l'ai rencontré il y a quelques années. C'est un individu très imbu de lui-même, vraiment un méchant numéro, un type qui connaît sa valeur, un type qui s'appelle Ingo Swann. C'est un peintre de talent, mais également un individu doué apparemment de facultés psy extraordinaires. Donc, ce Ingo Swann se retrouve en Californie, à l'Institut du Stanford. Et là, on va commencer, la première tentative est de lui faire toucher des objets pour qu'il puisse essayer de déterminer la nature de ces objets. On lui fait également toucher des enveloppes scellées pour voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Après quelques temps, bon, les résultats sont tout à fait extraordinaires, mais après quelques temps, Ingo Swann a une certaine lassitude. Il dit aux gens de l'Institut Stanford que s'ils veulent savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe, ils n'ont qu'à l'ouvrir à eux-mêmes. Et là, évidemment, Swann va lancer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, j'ai développé une technique qui me permet de voir à distance des choses qui se passent ailleurs. Et cette technique de voyance à distance, qu'on appelle le remote viewing, c'est ce qui va surtout intéresser les gens du projet Stargate. Alors, tout ça est fait conjointement avec la Defense Intelligence Agency et la CIA, qui évidemment suivent le progrès de tout ça d'un œil évidemment très intéressé. Et puis là, pendant des années, donc je dirais de 1973 à 1976-77, les gens de la DIA et de la CIA se rendent en Californie, donnent à ces médiums voyants des informations. En fait, parfois, il ne s'agit que de coordonnées géographiques, et ces gens-là essaient de voir ce qui se passe à distance. Et puis, à partir de la fin des années 70, Ingo Swann va dire, il y a une autre possibilité, je peux enseigner cette technique de vision à distance. Évidemment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et les bonzes du Pentagone, évidemment, décident de créer leur propre unité de voyants à distance. Et là, à Fort Meade, dans le Maryland, on va développer un laboratoire où on va recruter des membres des forces armées, des militaires qui sont surtout reconnus pour leur qualité de leur sixième sens ou leur sens de précognition. Et puis donc, l'armée va développer sa propre unité de voyants. Tout ça va durer jusqu'au milieu des années 90. En fait, le projet va être abandonné en 1995. La raison de l'abandon du projet, en fait, il est double. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 80... Mais ça marche-tu entre-temps ou... On va arriver au résultat. Sois patient. Non, mais ça me fait penser au film de Men Who Stare at Goats, là, avec George Clooney, oui, que je viens de voir. Et le truc... Là, tu dis, ils en ont fumé du bon, et même le projet Stargate a inspiré un film qui s'appelle Suspect Zéro, qui met en vedette Ben Kingsley. OK. Donc, ce que les Américains vont faire jusqu'en 1995, ils vont entretenir ce projet Stargate, mais à la fin des années 80, il faut se rappeler que l'armée américaine est prise, se retrouve au milieu de différents scandales, et en particulier Larengate avec Oliver North. Tu te rappelles, c'est l'histoire de Van Damme. Alors évidemment, on resserre les taux et on regarde à gauche et à droite quels sont les projets les plus litigieux qui pourraient éventuellement se retrouver dans le collimateur de la presse et susciter une mauvaise presse pour l'armée. Évidemment, le projet Stargate est l'un d'eux, et évidemment, on va décider d'abandonner le projet. Raison officielle, les voyants de Stargate étaient excellents certains jours, mais d'autres jours, ils se sont plantés royalement. C'est tout à fait normal puisqu'on parle ici d'une performance humaine. Hein. Ce n'est pas un problème mécanique ou mathématique, l'histoire de Stargate. Donc, comme un athlète, par exemple, une journée, il est bon, et le lendemain, pour différentes raisons psychologiques, de santé, il est moins bon. Et on comprend qu'il est très difficile de monter une opération stratégique en se demandant si notre voyant était bon ou pas bon. Tu comprends? Donc, c'est la raison pourquoi, en 95, on va abandonner le projet Stargate.
À l'issue de cette fin de projet, les Américains, le Pentagone va détruire tous les documents concernant les voyants militaires. On parle bien des voyants militaires. Mais ils vont demander à 2 scientifiques civils, Jessica Hutz, qui est professeur de statistique en Californie, et le docteur Raymond Hyman, qui est professeur de psychologie à l'Université de l'Oregon, d'analyser les techniques utilisées et les pourcentages, les valeurs nominales des voyants civils. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a eu quand même une partie civile de voyants dans cette histoire de Stargate. Et on va évaluer donc ces données. On parle ici d'importantes données. On parle de quelques 154 séries d'expérimentation avec 227 voyants pour 26 000 essais. Donc, un petit mot sur les analystes. Jessica Hutz, comme je l'ai mentionné, professeure de statistique, mais c'est également une femme qui est assez ouverte à la réalité de la parapsychologie et des phénomènes paranormaux. Alors que Hyman, lui, est plutôt fermé, et je dirais même plus que fermé, il appartient à l'Association américaine des sceptiques. Donc, on le voit très fermé à l'idée de la réalité de la parapsychologie. Tous les deux reconnaissent, en regardant les valeurs, qu'il y a eu dans l'affaire Stargate des variations, disons, statistiques, qui vont au-delà du hasard. Donc ça, tous les deux sont d'accord là-dessus. Pour Jessica Hutz, ces variations des valeurs montrent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et ce quelque chose ne peut être que l'existence de pouvoirs paranormaux. Alors que pour le docteur Hyman, évidemment, quand on est membre des sceptiques, avouer qu'il y a une existence de parapsychologie, c'est se placer dans une situation impossible. Alors il va dire, oh oui, peut-être qu'on a eu des problèmes sur la façon dont l'information a été colligée, il faudrait attendre ou tenter de reproduire les données obtenues par l'armée. On parle quand même ici de 26 000 essais. Je ne sais pas de quelle façon Hyman voudrait reproduire les essais, mais bon, quand même, 26 000, c'est énorme. Ce que l'on apprend également en évaluant tout ce rapport-là, c'est que les experts de Stargate, en fait les voyants de Stargate, ont quand même réussi des bons coups. Ils ont par exemple pu déterminer la présence de tunnels durant la guerre du Vietnam. Ils ont permis de localiser où se trouvait Muammar Kadhafi durant l'attaque contre la Libye dans les années 80. Ils ont également permis de localiser des stations de missiles Scud durant la guerre du Golfe. Ils ont permis également la libération de militaires qui étaient détenus prisonniers, dont bien sûr le général Dozier. Donc on voit qu'il y a eu apparemment des résultats efficaces. Maintenant, la grande question est de savoir pourquoi il n'y a pas eu de relais. Parce que, évidemment, si tout ça montre la réalité des phénomènes paranormaux, la question est pourquoi en parle-t-on aujourd'hui à cette émission, puisqu'on parle de mythes et complots. Il n'y a pas de complot. On va y répondre après la pause. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page, je pense que j'ai le pouvoir de te permettre de continuer ta chronique. Bon. Alors, j'ai expliqué Donc, on a expliqué que pendant presque 20 ans, l'armée américaine, la DIA, la CIA ont utilisé des voyants pour faire de l'espionnage avec un certain résultat. On n'a pas de pourcentage de résultat de succès, hein? Non, on comprend que dans le cas, si on lance par exemple une pièce de monnaie en l'air, bien sûr, j'ai une chance sur 2 qu'elle tombe sur pile ou sur face. Ouais. Dans le cas de Stargate, ça ne fonctionnait pas comme ça. En fait, les résultats étaient plutôt classés sous les appellations significatifs, peu significatifs, très significatifs. Et les voyants de Stargate ont oscillé entre le significatif et le très significatif. Donc déjà là, on avait un élément intéressant. Ensuite, les médiums n'étaient jamais informés de leurs échecs. Parce que pour l'armée, dire à un médium, tu t'es planté aujourd'hui, risquait d'avoir un effet d'entraînement et le médium aurait manqué d'assurance pour les prochaines tentatives. Donc, lorsqu'on leur demandait de se concentrer sur une cible, parce que c'est quand même étonnant ce que ces gens-là réussissaient à faire, on lui donnait simplement des coordonnées géographiques et je pense entre autres à une séance où Ingo Swann a réussi à se plonger en fonction de ces références géographiques, a réussi à déterminer qu'il s'agissait d'une base militaire aux États-Unis. C'est un test, disons, un simple test de voyance. Il a pu donc voir une base militaire secrète américaine. Il pouvait littéralement se glisser à l'intérieur de la base et même lire des noms sur les portes et lire le contenu de certains dossiers classés dans des filières. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Lorsque l'analyse de ces rapports ont été faits, toujours en fonction de ces appellations, peu significatifs, significatifs et très significatifs, on a constaté que les résultats de Stargate, des voyants de Stargate, allaient au-delà du hasard.
Pour les sceptiques, évidemment, et c'est là qu'il est le problème, lorsque l'on parle de mythe et complot, il y a ici un mythe, et ce mythe, c'est la façon dont malheureusement les associations sceptiques, n'ayons pas peur de les mentionner, présentent la parapsychologie. C'est-à-dire que, je te dirais que 9 sceptiques sur 10 ne connaît pas Stargate et évidemment n'en parle pas. Et le 10% qui reste, eux, préfèrent ne pas le commenter ou simplement de dire que si c'était si intéressant, les scientifiques du monde entier se seraient jetés là-dessus comme un chien sur un os. Et ça, malheureusement, c'est exploiter la méconnaissance des gens pour le domaine scientifique. C'est vrai que la science est un peu la quête de la vérité du monde qui nous entoure sous toutes ses formes. Mais la quête d'un scientifique, ce n'est pas celle-là. La quête d'un scientifique, et moi qui côtoie les milieux scientifiques, je peux dire que la première quête d'un scientifique, c'est la quête de l'argent. Parce qu'on oublie que les scientifiques sont comme moi, comme toi, comme les gens qui nous écoutent. Ce sont des gens qui ont des hypothèques, qui ont des maisons à payer, qui ont des familles à élever. Et ces gens-là veulent être impliqués dans des projets qui sont financés. Le problème, c'est que la plupart des organismes subsidiaires qui fournissent de l'argent à la recherche, évidemment, ces gens-là veulent avoir des retombées à court ou à moyen terme de leur investissement. Alors, si tu veux, je te fais une analogie. Mais il faut payer les chercheurs, faut payer les locaux. Et ces gens-là veulent, évidemment, les compagnies qui fournissent de l'argent veulent une retombée économique. Je te donne par analogie. On aurait un scientifique de deuxième zone de Quatico, par exemple, qui propose un projet de recherche sur la mousse verte sur les crotons. Okay. Et d'un autre côté, on a un prix Nobel de physique qui, lui, propose un projet de recherche sur les fantômes, sur la parapsychologie, la télépathie, les ovnis. Évidemment, on se demande, qu'est-ce que ça va rapporter d'étudier la parapsychologie? Pas grand-chose. Par contre, sur la mousse verte, sur les crotons, j'ai peut-être des chances de développer un médicament, une petite pilule. Il y a l'industrie du croton qui est intéressée. Et l'industrie du croton. Ouais. Donc, je peux t'assurer que c'est ce scientifique de deuxième zone qui va remporter la bourse plutôt que notre prix Nobel. Un peu méprisant vers Quatico, mais disons qu'on laisse faire. On n'a pas le temps. Donc, on comprend, c'est comme ça que le domaine de la science fonctionne. Et c'est pourquoi, après le projet Stargate, parce que l'armée américaine, eux, lorsqu'ils ont déposé le projet Stargate, ils ont dit, il est vrai qu'il semble se passer quelque chose. Il est vrai que nos médiums ont été très bons, mais malheureusement, la parapsychologie ou la perception extrasensorielle, si elle existe, ce que semble démontrer le projet Stargate, la perception extrasensorielle est trop aléatoire pour qu'elle puisse avoir une quelque valeur que ce soit sur le plan stratégique. Et pourquoi il n'y a pas eu de reprise de la communauté scientifique par rapport à ça? Ce n'est pas parce que le sujet est dénué d'intérêt comme semblent le soutenir les sceptiques, c'est parce que simplement, il n'y a pas de financement pour ce genre de recherche. Malheureusement. Même chez les militaires, même chez les paranoïaques au gouvernement, même chez les paranoïaques dans les agences d'information, de sécurité. Mais que se passe-t-il derrière les portes closes? Nous l'ignorons. Mais on comprend que dans le cas de Stargate, ça a été la fin, en fait, de ce projet. Un projet qui a été, à mon avis, l'un des projets les plus déterminants pour la recherche en parapsychologie. Les rapports, les analyses de Stargate, les données statistiques montrent bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que la parapsychologie, la perception extrasensorielle n'est pas un mythe. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tous ces voyants fous? La plupart d'entre eux se sont recyclés dans l'industrie privée. On raconte que certains d'entre eux, les plus doués, apparemment travailleraient toujours en coulisses avec la CIA, la DIA et d'autres agences gouvernementales. Ouais. Et la plupart d'entre eux aussi ont écrit évidemment leur biographie de ce qui s'est passé à l'intérieur de Stargate. Et certains même ont parti des agences, oui, crois-le ou non, des agences pour permettre à des gens de développer leur faculté psy et même de développer cette fameuse technique de vision à distance, comme l'avait proposé Ingo Swann au tout début du projet Stargate. Mais je t'ai souvent parlé de James Randi, là. J'ai des vieux livres de lui. Il offre, je sais pas s'il est encore vivant, $1 million. Il offre $1 million à quiconque produit un événement surnaturel. En fait, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler à fond, mais je te dis, j'en aurais long à dire là-dessus, parce que le problème dans cette démonstration, c'est on oublie qu'on est en présence d'un facteur humain. En fait, lorsque James Randi ou l'Association des sceptiques propose, on va donner $1 million, ils ont une série de règles. La première règle, il faut que l'expérience ou la démonstration puisse se reproduire à volonté, comme le demande la science. Ça, c'est une règle scientifique. C'est une règle scientifique. Mais en fait, c'était une règle scientifique jusque dans les années 50. Ça fait l'affaire de présenter une sorte de variation un peu désuète de la science. Parce qu'aujourd'hui, la science a fait un pas en avant. La science reconnaît que certains phénomènes puissent être uniques. Ouais. Elle reconnaît également que certains phénomènes se produisent de façon si aléatoire qu'il est impossible de les reproduire en laboratoire. Donc ça, évidemment, les sceptiques se gardent bien de nous le mentionner. Ensuite, on voudrait que
cette démonstration-là puisse se faire à volonté, alors qu'on est en présence ici d'humains. Et toute performance humaine n'est pas reproduisible à volonté. Ouais. Pourquoi un joueur de baseball, par exemple, ne frappe pas des circuits à toutes les fois qu'il se présente au bâton? On peut pas toujours être bon. Non, exactement. Bref. Bon, merci Christian Page pour ce projet Stargate, quand même, en très peu de temps. Merci Christian, merci à Larry, à François et à Maryse. Et il y a Paul Oud qui suit à l'instant. À demain, midi. Au revoir.